Après 4 années d'attente teintées de scandales et de controverses autour des tensions entre les acteurs de la série et son créateur, Euphoria, qui se présente comme le Skins de la génération Z, est revenu sur notre petit écran. Bien que la saison 3 de la série nous fasse la grâce de nous offrir un véritable final, il semble qu'elle souhaite aussi laisser dans nos esprits chastes une trace indélébile. Entre scènes nauséeuses, exposition outrancière de corps féminins, violence graphique et cow-boy, nous, on se demande pourquoi. Rue fait son dernier sprint dans les rues californiennes et nous embarque dans ce qui sera sûrement l'un des finals les plus décevants de ce début d'année. Et pourtant, on a vu The Boys. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de On regarde ou pas, un podcast dans lequel on analyse, on critique et on décortique des films et des séries. Je suis Michel. Et moi, c'est Audrey. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la saison 3 d'Euphoria. Alors, Euphoria est une série qui a débuté en 2019. Avant le Covid, c'est dur à croire. C'est l'adaptation d'une série israélienne portant le même nom. La version américaine a été principalement écrite et réalisée par Sam Levinson, pour le meilleur et parfois pour le pire. Dans la saison 1, on suivait la vie de lycéens dans une petite ville des États-Unis qui faisait pas mal de trucs d'adultes. Dès la saison 2, l'histoire est partie en vrille, et dans la saison 3, les personnages sont à peine reconnaissables. Au casting, on a Zendaya dans le rôle de Rue, Sydney Sweeney dans le rôle de Cassie, Jacob Elordi dans le rôle de Nate, Hunter Schafer dans le rôle de Jules, et Alexa Demie dans celui de Maddie pour ne citer que. En regardant cette saison 3, le thème principal qui est sorti pour moi, c'est le rêve américain. De quoi es-tu capable et jusqu'où es-tu prêt à aller pour devenir quelqu'un? Avant d'entrer davantage dans le vif du sujet, dis-moi Audrey, déjà, est-ce que ça va? Mais ouais, ça va, et toi? Bah écoute, ça va, j'ai survécu à la vague de chaleur, donc j'ai pas trop à me plaindre. J'ai survécu à la vague de chaleur, j'ai survécu à The Boys, j'ai survécu à Euphoria saison 3, donc écoute, voilà. Je crois que survivre à Euphoria, c'était aussi le plus difficile. C'est vrai que c'était quelque chose. T'as vu des trucs, d'autres choses peut-être qui étaient plus intéressantes, qui étaient mieux réalisées, ou t'as lu, ou t'as écouté, dont tu veux nous faire part? Largement. Ok. Largement. J'espère que j'en avais pas parlé au dernier épisode, mais je regarde en ce moment la série Widow's Bay. C'est j'ai commencé. une série d'horreur. Ok. Ça te plaît? J'ai regardé que le premier épisode. Ah ouais? J'ai trouvé ça, tu sais, c'était un peu goofy. En tout cas, avec le premier épisode, c'est te prends pas trop la tête. Il se passe des trucs, voilà. Mais on m'a recommandé de continuer, donc c'est sur ma liste. Bah franchement, c'est une super série. C'est une série d'horreur, mais qui a beaucoup d'humour aussi. Bon, c'est pas extrêmement effrayant. Enfin, après, je sais pas. J'ai peut-être une tolérance aux films d'horreur qui, bon, moi, ça me paraît pas particulièrement effrayant, mais il y a des moments, il y a des petits jumpscares quand même qui sont sympas. Les acteurs sont géniaux. Et vraiment, on se laisse facilement embarquer par la série. Donc, je la conseille à 100%. Ok. Elle n'est pas encore finie au moment où on enregistre cet épisode. L'autre série que j'ai regardée, mais je pense que peut-être en un week-end, c'est sur Netflix, c'est The Wonderfuls. Est-ce que tu en as entendu parler? C'est la série coréenne? Exactement. Elle est sur ma liste. J'ai vu passer la bande-annonce et je me suis dit, parce que je regarde généralement une série coréenne par an, et je me suis dit, ben je vais me faire celle-là. Et donc c'est bien. C'est hyper fun. Franchement, cool. J'ai bien aimé. Okay. Je conseille aussi, c'est hyper marrant. Moi, j'ai beaucoup rigolé, mais vraiment rigolé. Les personnages sont hyper attachants. C'est vraiment une histoire avec un peu des super-héros, des gens qui ont des super-pouvoirs, mais qui savent pas trop... ils ont pas une attitude de super-héros, quoi. C'est un peu monsieur et madame tout le monde qui doivent sauver le monde, quoi. Et moi, j'ai trouvé que c'était hyper fun. Donc, c'est vraiment une série aussi que je recommande de regarder. Ça se regarde très très vite. Je sais pas s'ils ont prévu de faire une suite. En tout cas, c'est une série qui se suffit à elle-même en une saison. Je pense qu'ils peuvent s'arrêter là. Okay. C'est très bien comme ça. C'est ce qu'aurait dû faire Euphoria. Ok. Et le dernier truc que j'ai regardé, c'est plus ancien quand même. C'est la série The Staircase.
Ça date de, je sais même plus, mais c'est sur une histoire vraie. C'est l'histoire en fait d'un homme qui a été condamné pour le meurtre de sa femme parce qu'en fait, elle a été retrouvée au pied donc d'un escalier dans leur maison, mais il y avait tellement de sang sur la scène où elle a été retrouvée que c'était difficile de penser qu'elle avait juste fait une chute. Et la série, comme l'histoire dans la vraie vie, elle nous laisse vraiment hyper dubitatif. On ne sait pas vraiment si le monsieur il est coupable ou pas. Il y a plein de théories qui pourraient expliquer ce qui s'est passé. Et vraiment, jusqu'à la fin, c'est vrai que souvent on a ça, ces personnages qui sont, enfin ces personnes même, puisqu'il existe, hein, ce monsieur, il habite aux États-Unis, il est encore en vie. Il a une attitude un peu bizarre. C'est quelqu'un qui a une personnalité un peu bizarre et du coup, ça rajoute un peu à sa culpabilité. Enfin, probable culpabilité. Et en même temps, il n'y a pas vraiment de raison, on voit pas de vraie raison pour laquelle il aurait voulu tuer sa femme. Et il est possible qu'en fait, ce soit juste un accident. Mais voilà, c'est soit il dit la vérité depuis le début en disant écoutez, moi je sais pas ce qui s'est passé, voilà, je suis arrivée, elle était là quoi, ou est-ce qu'il a fait quelque chose? Et c'est vrai que c'est assez intriguant. Et ben voilà, je conseille aussi. Je crois qu'il y a une série, il y a aussi un documentaire. Moi, j'ai pas regardé le documentaire, je me suis arrêtée à la série et c'était très sympa. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as regardé de sympa ces derniers temps? J'ai regardé la série From que tu m'as recommandée. Je la mettrai pas dans la catégorie des séries sympas. J'ai commencé et je me suis dit, mais on fait encore des séries comme ça. Et honnêtement, une des raisons pour lesquelles j'ai regardé, en plus de ta recommandation, c'était, je suis abonné à une chaîne YouTube où il y a un mec qui parle, c'est un journaliste et tout, et il fait des vidéos sur From tous les jours. Et donc, je m'étais dit, ça avait attiré mon attention en me disant, bon, bah, il y a la saison 4, c'est ça, qui est en cours et tout, machin. Donc, je me disais à chaque fois, bon, bah, je vais y jeter un œil. Et j'ai regardé, je crois, 3 saisons et demie. Et j'ai trouvé ça, mais d'une nullité. Vraiment? Mais j'ai trouvé je suis ça sous le choc. d'une nullité. Mais en fait, au bout de 2 minutes, tu vois, tu finis déjà le premier épisode commence et je suis en mode, ouf, ça commence mal. Je trouve que l'acting, ça craint, il y a pas de budget, etc. Mais tu te dis, bon, il y a quand même un peu d'intrigue et tout. Et très vite, tu réalises que les personnages, ils sont pas intéressés par le mystère. Ils sont pas là pour résoudre ce qui se passe. On se retrouve dans des histoires de famille, on n'en a rien à faire. Aucun personnage n'est intéressant, aucun personnage n'est attachant ou intriguant, ou tu vois, où et c'est que des stéréotypes et des clichés. Et c'était un point où, franchement, j'avais mon ordinateur à droite et j'étais en train de jouer à la PlayStation tellement il se passait. Et pourtant, je regardais même pas l'écran et je savais tout ce qui se passait, etc. Et c'était un point où je pouvais même prédire les scènes parce que From, ce qui se passe, c'est que t'as quelqu'un qui rentre dans une pièce et qui pose une de ces 3 questions. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien qui dit « j'ai un truc à te dire ». Et ensuite, le « j'ai un truc à te dire », c'est absolument pas un truc intéressant. Et donc, t'es là, mon gars, il y a des gens qui essayent de vous tuer, il y a tout un mystère. Là, je suis allée jusqu'à ce que la daronne, elle arrive à s'échapper du truc et elle revienne. Et j'étais là, mais on n'a rien appris. Donc, je me suis arrêtée et j'aurais pas... Parce que je savais que le moment où je mettrais pause, je pourrais pas reprendre. Et je pourrais pas reprendre. Mais j'ai hâte que tu me racontes comment ça se terminera. Et franchement, je pense que si t'as été déçu par The Boys et Euphoria, c'est une série qui semble ne pas avoir de vraie histoire, quoi. Ben, en fait, c'est ça, ce que tu as dit, c'est vraiment une critique que je pense toutes les personnes que j'ai vu parler de la série ont. C'est pourquoi les personnages se posent pas pour discuter de tous les trucs chelous qu'ils ont vus, mettre les informations en commun, tu vois. À chaque fois, ils vivent des choses bizarres chacun de leur côté, ils en parlent pas. Et en plus, ils vivent dans un monde où personne peut sortir, où il y a des monstres, où ils voient tous des trucs bizarres tous les jours, et à chaque fois qu'ils voient quelque chose de bizarre, ils se disent « je vais pas en parler parce que tout le monde va trouver ça bizarre ». Oui, mais il y a des monstres, donc il y a rien qui va nous paraître bizarre. Si tu vois des fantômes, si tu entends des voix, ça ne va pas nous paraître bizarre. Dis-nous. Donc c'est vrai qu'ils discutent jamais entre eux. Mais la série, moi, elle arrive à me garder parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe. J'ai envie de savoir pourquoi ils n'arrivent pas à sortir. J'ai envie de savoir d'où sortent les monstres. J'ai envie de savoir comment... Enfin, j'ai envie de connaître le mystère. Et peut-être aussi que ça nous garde
hyper intrigué parce que les personnages ne trouvent pas de réponse. Donc du coup, les gens qui regardent la série, ils font des théories. Enfin, il y a des vidéos tout le temps sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, de gens qui analysent chaque petit élément dans la série. En fait, on est obligé de faire l'enquête pour eux, quoi. Non, mais je peux t'assurer que toutes les théories que vous allez mettre en place, elles seront meilleures que la finalité. Parce que, en fait, j'ai très vite réalisé que la série n'en avait rien à faire du mystère quand déjà ça fait trop déjà ça commence, je suis en train de regarder The Walking Dead en 2026. Vraiment, quand ça commence, je suis là, c'est quoi ce délire? Mais quand le shérif se retrouve coincé dans le puits à la fin de la saison 1 et qu'au début de la saison 2, il se retrouve avec un monsieur qui est attaché à un mur et il lui dit ouais, ils vont arriver, gna 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 gna, et il finit par retourner dans le village et il décide de n'en parler à personne, j'ai dit bon bah c'est bon, en fait on s'en fout. On s'en fout de cette histoire. On est juste là pour les bêtises, on est juste là pour voir qui tous les soirs va ouvrir la porte pour laisser rentrer un monstre en sachant pertinemment qu'il y a des monstres. Ok, ben je te raconterai le final alors. Parce que je vais regarder jusqu'au bout. Hein. Ah non, mais je compte sur toi, Audrey. Je compte sur toi. J'ai vu aussi le film Obsession. Je sais pas si tu l'as vu. Pas encore. C'est dans ma liste. Ok, bon ben, quand tu l'auras vu, on pourra en parler. Et sinon, j'ai vu le roast de Kevin Hart. Tu sais, quand tu m'as envoyé le message, je me disais, ouais, t'as regardé et tout. Tu sais que je l'ai pas regardé, hein. Tu l'as même pas regardé? Ok, bon, ok. Non, vas-y, raconte. Tu peux spoiler. Franchement, il y a rien à raconter à part que t'as Kevin Hart qui est assis et pendant moi 30-40 minutes, ils font des blagues sur un mec en disant que c'est un nazi, que c'est un suprémaciste blanc et tout. En fait, le roast, c'est un humoriste qui vient sur scène et qui fait des blagues, et t'as les autres humoristes aussi qui sont sur scène. T'en as qui parlent. Tiffany Haddish, elle était assise derrière, elle faisait que glousser, elle est jamais montée sur scène, donc je comprenais pas exactement la structure du truc. Et il y avait un blanc qui était là, assis, et ils arrêtaient pas de dire c'est un nazi, c'est un raciste, c'est un blablabla, et ils faisaient tous ces blagues-là, et tu sais, je regarde en mode, c'est une blague, et ensuite le mec, il arrive devant lui, déjà il prend le micro, et t'entends sa voix, et t'es en mode, what? Et en fait, c'en est vraiment un. Il a fait une blague qui était que George Floyd, de là où il est, il regarde en haut, et il s'étouffe de rire. Voilà le genre de blague qu'il fait. Donc George Floyd est en enfer, premièrement. Et en plus, il continue de s'étouffer. Enfin bref, c'est le genre de truc. Et t'as Kevin Hart qui est assis, qui rigole. Je suis sous le choc. Et donc, les gens sont là, mais en mode, pourquoi il était là? Pourquoi il a été invité? C'est un des programmes les plus regardés de Netflix au mois de mai. Pourquoi On invite un nazi. Pourquoi? Et il y a eu ça, il y a eu d'autres blagues qui étaient... Il y a une dame, son mari s'est suicidé. La blague, c'était, ouais, il voulait tellement pas vivre avec elle que... T'as ça, t'as une humoriste, je crois que ça s'appelle Chelsea Handler. On n'arrêtait pas de l'insulter de tous les noms. Et ils sont en mode, non mais ça c'est l'humour. Et je suis en mode, si c'est ça l'humour, c'est un peu inquiétant, je trouve. J'ai regardé aussi l'autre émission là de Kevin Hart, son casting là, pour trouver la prochaine nouvelle star là. Déjà le concept, tu sais, c'est la même chose. Ils ont un truc là de hip-hop où ils cherchent un rappeur. Enfin, c'est une émission de télé-réalité comme toutes les autres. Et donc tu te dis, le format, c'est pas comme ça que tu crées une nouvelle star. Le format n'est pas du tout propice à dénicher des vrais talents, mais peu importe. Je sais pas si t'as remarqué, mais toutes les blagues que les meufs faisaient, c'était du je me tape un tel, blablabla, je suis une meuf qui couche à gauche. Je suis en mode, quel genre, je suis désespérée. Enfin, c'était des blagues très bizarres, je trouve. Et les blagues des gars, c'était raciste. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu l'humour qu'on a en ce moment. Enfin, je comprends pas. Ouais, je t'avais parlé la dernière fois de cette émission. Moi, j'ai regardé jusqu'au bout, hein. Et je pensais sincèrement que la meuf, celle qui faisait beaucoup de blagues de cul, justement, moi je pensais que c'était elle qui allait gagner. Parce que je me disais, elle avait l'air super à l'aise, on avait l'impression qu'elle avait déjà un public où on sait pas trop. Finalement, je suis très contente de qui a gagné. Hein. Il me convient. Mais comme je te disais aussi, il y a des moments où je sais pas si c'est la barrière de la langue qui fait que je trouve pas ça aussi drôle. Bon, je l'ai regardé vraiment comme je regarderais une série, quoi. Bon, j'ai trouvé ça sympa, c'était marrant, ça change.
Enfin, pourquoi pas, on fait des concours de tout, quoi. On fait des concours de musique, de danseurs, de pâtissiers et tout. Donc ça me paraissait sympa aussi d'avoir des concours de stand-up. Je trouvais que c'était des temps très courts pour faire des blagues aussi. Et ça redore, je pense, quand même. Peut-être qu'ils essaient de redorer aussi le métier de comédien, parce qu'on a l'impression que c'est compliqué, que tu vois, écrire, il faut écrire des nouvelles blagues tout le temps, il faut des idées, on leur donne des petits challenges, tu vois. Et il y avait un roast aussi pendant l'émission. Et pareil, il y a une meuf qui abandonne parce qu'elle dit moi je veux pas faire ça et tout. Et vraiment, tu te dis, est-ce que je pense quand même que c'est possible de faire un roast sans être insultant, tu vois. Ouais, mais dans le même temps, en fait, le principe je suis d'accord avec toi, premièrement. Et ensuite, le principe, parce que t'as des candidats qui ont triché, puisque au lieu de vraiment roaster Kevin Hart ou, j'ai oublié comment il s'appelle, Ouais, moi aussi j'ai oublié, il parle de tout le monde, quoi. Il parle de tous les autres. Voilà, il parle des autres candidats, de leur concurrence, donc tu te dis bon, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'en fait, le principe de compétition, de dire tu vas être éliminé, et que à chaque épreuve, on te teste sur un truc qui est pas forcément ta spécialité, c'est vrai que t'as envie de dire, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je suis pas sûre. In the beginning, we had to make a choice about who we were and what we wanted. The network loved your storyline. Really? But what we didn't realize was how far we were willing to go. Spoiler warning, on va parler d'Euphoria, non seulement de la saison 3, mais également des 2 premières saisons. Donc si vous avez rien vu ou si vous voulez rien savoir, si vous n'avez pas fini la série, n'hésitez pas à mettre pause, à aller regarder et à revenir. Alors, Audrey, première question. Comment définirais-tu ta relation avec la série Euphoria depuis 2019? Depuis 2019, première saison, une forme d'enchantement. Je sais pas si je pourrais dire enchantement, mais la saison m'avait bien plu. Je pense que j'ai été comme la plupart des gens, j'ai trouvé que c'était cool. Bon, c'était il se passait des choses un petit peu dark, mais voilà, il y avait une esthétique, il y avait une histoire, il y avait un propos, il y avait un petit peu le côté politique, et puis le personnage de Jules, qui est un personnage important, qui est un personnage principal. D'ailleurs, je pensais à la base que c'était le personnage principal de la série, hein. De toute évidence, pas du tout. Surtout que saison 1... Ah non, c'était Roux. Roux a toujours été le personnage principal de la série. Moi, je pensais que... Mais Jules était le deuxième, je suis d'accord. Le personnage principal, et que voilà, l'histoire c'était vraiment autour d'elle, de son identité, de comment elle, tu vois, elle avance dans la vie, de ses petits problèmes avec les gens bizarres, tu vois. Cette dernière saison, elle sert à rien, donc tout ça pour rien, quoi. Deuxième saison, j'ai aucun souvenir, donc ça va être une relation d'amnésie totale. J'ai très peu de souvenirs de cette deuxième saison, elle était il y a trop longtemps, c'était dans une autre vie. Troisième saison, je préfère ne pas avoir de relation avec. Ok. Non, c'était pas ma cam. Et toi, pour toi, c'était comment? La saison 1 m'avait bien plu également. J'avais été surprise, j'étais là, genre visuellement déjà c'était dingue, la musique de Labyrinth, elle était incroyable, enfin tu semblais, et je trouvais que c'était bien joué, enfin t'avais l'impression que c'était, comme on dit, on avait capturé de la magie, quoi, on avait fait un truc, c'était rafraîchissant, et pourtant, tu l'as dit en intro, il y a eu des séries comme Skins, mais j'ai pas regardé, enfin il y a eu plein d'autres séries d'ados comme ça que j'avais jamais regardé. Donc c'était vraiment la première que je regardais de cette façon et que je trouvais genre visuellement intéressante, le scénario pareil, les personnages, l'écriture, tu sais, j'étais captivée par le truc, quoi, et j'avais hâte de voir la saison 2. Et ensuite la saison 2 elle est arrivée, j'étais en mode c'est bizarre. Déjà, toi tu pensais que c'était Jules le personnage principal. Moi je pensais que c'était Roux et ensuite Jules et ensuite Nate et Maddie. Et la saison 2, elle arrive et je suis en mode... Ah non, en fait, c'est Cassie. C'est Cassie, le personnage principal. Ok. Et d'ailleurs, la saison 3 semble un peu confirmer la chose. Et on part dans un truc totalement différent. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que la saison 1, on avait quelque chose, un vrai message, quelque chose à dire, une histoire à raconter en mode regarder ces jeunes qui sont à la recherche de quelque chose, qui essayent de se construire et toute l'adversité qui traverse, etc. Et dans la saison 2, c'était plutôt en mode on essaye de pousser les choses.
même si l'histoire était totalement décousue, en fait, moi, je me suis dit, bon, saison 2, c'est... il se passe des trucs à gauche, il se passe des trucs à droite. On n'a pas une vraie trame narrative qu'on peut suivre du début à la fin de la saison, mais on retrouve quand même les personnages, etc. Donc, on peut quand même observer Rue et Jules et je sais plus comment il s'appelait, le mec qui s'insère dans leur relation d'un côté. On peut observer Nate et son père, et t'avais tout un discours sur la masculinité, etc., qui était, je trouve, fascinant, la relation entre Nate et Cal, etc. Et à côté de ça, t'avais Cassie et Lexi qui étaient en mode, oui, on a été abonnés par notre père. Et elles ont toutes les deux un rapport différent à leur besoin d'attirer l'attention. Tu vois, ce besoin d'attention. Donc, t'as Cassie qui copie Maddie parce que Maddie, c'est une meuf qui se bat pour obtenir tout ce qu'elle veut. Et à côté de ça, t'as Lexi qui, elle, préfère soi-disant rester en retrait et qui, à la fin de la saison, fait littéralement une pièce de théâtre pour humilier tous ses amis. Donc, t'as quand même tout ce truc-là. Et ensuite... on arrive à la saison 3 et on est un peu en mode qui sont ces gens? Voilà à peu près voilà comment je décrirais ma relation avec eux. Compliqué. Voilà, en un mot, compliqué. Et la saison 3, pour le coup, m'a mis mal à l'aise. Je crois que pendant toute la saison 3, j'étais juste mal à l'aise. J'étais là, pourquoi? Pourquoi fait-on tout ça? Est-ce qu'il y a des persos que tu voulais revoir ou genre quand t'as fini la saison 2, tu disais ouais, dans la saison 3 je m'attends à ce qu'il se passe ci ou ça pour tel ou tel personnage? Est-ce que il y avait des persos que t'aimais bien et que tu voulais voir comment ils allaient évoluer, ou au contraire que t'aimais pas du tout et tu voulais savoir s'ils allaient ce qui allait leur arriver? J'ai pas trop de souvenirs, hein. Mais quand je regardais la saison 3, je me suis rappelé vite fait qu'il y avait un truc, effectivement, il y avait une histoire entre Nate et Jules, et j'aurais peut-être préféré voir l'évolution de Nate. Tu vois, Nate aurait pu avoir une vraie évolution, il aurait pu avoir une histoire, il aurait pu, tu vois, par rapport à ce qui s'est passé avec son père, tout ça, la relation qu'il avait avec Jules, j'aurais préféré voir quelque chose avancer là-dedans, de ce côté-là. Mais c'est tout, sinon, vraiment... Non, il y a vraiment les personnages de manière globale, je me rappelle plus de ce qui s'est passé. D'accord. Je me rappelle vraiment pas trop ce qui s'est passé saison 2. Je crois que le personnage, là, ce qui me vient, c'est Nate et Jules. La relation qu'il y a entre eux, là, j'aurais envie de voir comment elle évolue. Et puis, Lexi, qui, au final, c'est le seul personnage pour lequel j'avais un peu de sympathie, et encore vite fait, parce que je la trouve aussi un peu antipathique. Extrêmement. Mais moins que tous les autres. D'accord. Tu vois? Ok. Parce que, par exemple, Rue, elle avait 2 de QI pendant toute la saison. Enfin, c'était insupportable pour moi, son attitude. Et j'ai pas l'impression qu'elle était aussi bête dans les 2 premières saisons, quoi. Non, c'est vrai que le QI général de tous les personnages a drastiquement chuté entre la saison 2 et 3. Je suis d'accord avec toi. Moi, pour ma part, le personnage qui me manquait, c'était Kat. Moi, Kat, c'était un personnage que j'aimais bien. Je sais pas qui c'est. Kat, c'était la meilleure amie. Ah si, je vois qui c'est. Ok. Voilà. Donc, Kat, c'était un personnage que j'aimais bien et qui a totalement disparu parce que elle s'est embrouillée avec le réalisateur. C'était une adolescente qui était grosse, et ben, il voulait partir sur un truc où elle devient boulimique ou je sais pas quoi. En tout cas, elle a des problèmes avec son poids. Et ça intéressait... Tu penses pas que c'est parce que comme c'est dans la saison 1 qu'elle faisait du OnlyFans ou je sais pas quoi, il aurait voulu que dans la saison 3 elle aille encore plus loin, à mon avis. Bah en fait, non, la saison 3 elle était pas écrite quand elle a... En fait, ils se sont embrouillés pendant le tournage de la saison 2. Parce que même dans la saison 2, déjà, son personnage, il est écrit de façon très étrange. Et du coup, comme t'en reviens en OnlyFans, pendant que je regardais, genre au bout de l'épisode 3, j'étais en mode, est-ce que Cassie a récupéré la storyline de Kat? Est-ce qu'on a fusionné un peu les deux persos? Et en dehors de ça, un truc que j'avais bien aimé dans la saison 1, c'est que t'avais Kat et t'avais Jules qui essayaient de conquérir ce qu'on appelle la féminité, tu vois. Elles ont ce concept elles doivent devenir des femmes, on leur dit faut faire ci, faut faire ça et tout. Et elles avaient 2 façons différentes de l'approcher, mais dans tous les cas, à travers le sexe, bon, il y a un vrai problème. L'obsession de Sam Levinson pour sexualiser les jeunes filles, c'est très perturbant. Mais t'as quand même tout ce truc-là, et même avec Cassie, etc., je trouvais que dans la saison 1, tous les personnages étaient intéressants, et tu pouvais avoir de l'empathie pour chacun d'entre eux. Sauf Nate. Sauf Nate, évidemment, parce que c'était un sociopathe. Et
Et donc, ouais, quand la saison 3 a commencé, j'étais en mode, ah ouais, bah, il y a plus Kat. Le personnage de Jules, le fait avant que ce soit une personne trans était, à part Nate qui faisait un focus dessus, c'était vraiment pas abordé dans la série. Et là, dans la saison 3, à part parler de ça, en fait, elle n'existe pas. C'est ça et c'est devenu un sugar baby. Sinon, rien d'autre. Et pareil, elle aussi, sugar baby, ok, bon, cette partie de son histoire, ok. Mais pareil, elle a un QI très limité. J'avance vite fait, juste pour parler vite fait d'elle. C'est le moment où on lui demande de faire une peinture pour la série. Je comprends que elle ait son style, qu'elle ait les choses dont elle a envie de parler, mais on te demande un truc très... Bon, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Oui. On lui demande juste de faire un dessin pour une pauvre série soap opéra. Elle pouvait pas s'empêcher de pas comprendre la demande. Et quand on essaie de lui expliquer gentiment en plus. Franchement, elles ont mis les formes pour lui demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste faire un dessin qui puisse passer à la télévision sans qu'on soit censuré? Elle le prend mal. Et ça m'a saoulée. Oui, parce que c'est une artiste et tu comprends, elle peut pas compromettre sa vision pour des intérêts purement financiers. Voilà un peu comme on essaie de demander le truc, mais c'est tellement pas amené, le personnage est tellement pas travaillé que tu la regardes juste en disant qu'est-ce qui va pas chez elle. Tu vois? C'est clair. Et après, y a pas trop de conséquences, quoi. Elle retourne chez elle et on s'en fout. Elle faisait un peu, je sais pas si c'est Réponse ou je sais pas à quelle princesse il fallait la comparer, mais elle était enfermée dans un appartement, littéralement, à la disposition d'un homme qui la considère comme un objet. Et voilà. Voilà le personnage de Jules dans la saison 3. Et un autre personnage, la raison quand même pour laquelle je me suis dit, je vais voir la saison 3, c'était que même s'il y avait tous ces défauts dont j'ai parlé avec la façon dont les personnages sont mis en scène, t'avais quand même toute cette histoire du fait que le personnage de Rose soit une addict et que je voulais savoir comment elle allait évoluer. Tu vois, j'avais lueur d'espoir qu'elle s'en sorte. Elle essaye à plusieurs reprises et t'avais un peu envie de te dire... voilà comment va évoluer sa relation avec sa relation avec sa famille, est-ce qu'elle va s'en sortir, est-ce que comme Ali, elle va trouver sa voie, enfin, tu vois. T'avais quand même ce truc-là qui était intéressant, et dans la saison 3, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu jusqu'à ce qu'on s'en souvienne. C'est un peu ça, quoi. Franchement, non mais c'était... En fait, la majorité de la saison, c'était des scènes porno. Ouais. À des moments totalement random. Beaucoup de séquences de fesses, de seins, de Cassie qui hurle de plaisir. Tout le monde s'habille... Enfin, moi, j'ai rien contre les personnes qui font un métier qui ont un travail qui parlent dans le sexe, dans la sexualité, ce genre de choses. Ok. Mais c'était même pas un propos pour parler C'était même pas une série qui voulait parler des travailleuses du sexe, de leurs conditions, de pourquoi elles font ça, est-ce que ça leur plaît, est-ce qu'elles sont contentes ou pas. On a juste vu plein de femmes qui sont contrôlées par des hommes. Quel que soit l'endroit où elles étaient, que ce soit dans une grande baraque qui était jaune pipi ou qui était dans un strip club un peu western ou qui vendent de la drogue, on sait pas, enfin en couple avec des nazis, enfin toutes les femmes. Même à un moment, on essaie de nous montrer Maddie, elle décide de travailler aussi dans le porno, mais elle veut faire sa girl boss. T'as un petit peu d'espoir, tu te dis bon, peut-être que elle va montrer que voilà, elle peut aussi avoir un peu de contrôle. Non, à la fin, comme les autres, elle se retrouve piégée. Est-ce que c'est ce que Sam Levinson veut nous montrer, qu'il y a un piège? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que la série, c'était du cul, et des trucs dégueulasses. Des moments, il y avait des scènes dégueulasses, enfin, des trucs écœurants, qui n'étaient pas spécialement du cul, hein, mais il y avait genre, le premier épisode, il m'a juste angoissée. J'ai dû accélérer à un moment. Attends, dans le premier épisode, il se passe l'histoire quoi? d'avaler, quand elle avalait la drogue. Déjà, d'un côté, je me dis, c'est bien de montrer l'horreur de ce que c'est. Parce que c'est une réalité, ça arrive pour de vrai. Il y a des adolescentes qui en meurent tout le temps. C'est grave quand même comme situation, mais même, ils ne montrent même pas que c'est grave. Tu vois? Ils montrent même pas que c'est pas drôle, en fait, d'être prisonnière d'un cartel de drogue, que c'est pas drôle de devoir faire la mule comme ça entre les États-Unis et le Mexique, que c'est pas drôle d'être coincée, de devoir on ne sait combien d'argent à quelqu'un alors que elle a rien fait, tu vois. Enfin, c'est juste sa mère qui a jeté toute la drogue et tout, du coup elle est quoi. On a l'impression qu'il y a pas de conséquences, que Roux, elle est là, elle fait le boulot, c'est pas très agréable, mais ça va.
Après, bon, elle passe d'un homme à l'autre. En plus, choisir la femme noire pour être vendue à un, tu vois, passer d'un criminel à l'autre, c'était un peu bizarre aussi. Mais on n'a pas l'impression que c'est embêtant. Tu vois, elle gagne de l'argent, elle est dans le strip club, elle a l'air de trouver ça plutôt sympa, hein. Enfin, je sais pas. Elle a pas eu l'air très dérangée par cette situation. Et moi, ça me dérangeait énormément de me dire, ce qu'on est en train de nous montrer, c'est pas anodin. Mais ils font comme si c'était pas grave. C'est compliqué parce que, comme on l'a dit précédemment, tous les personnages ont changé. Et ils ont changé à un point qu'ils sont devenus totalement méconnaissables. Et en effet, le personnage de Rue, donc quand le premier épisode commence et tu la vois que c'est une mule et tout, et tu vois, enfin, elle est littéralement en danger puisque sa voiture peut vaciller d'un côté comme de l'autre, elle est en hauteur et tout, tu dis qu'est-ce qui va se passer, donc tu vois l'adversité qu'elle doit quand même affronter. Et elle arrive, déjà quand elle est arrivée dans cette maison avec cette famille recluse sur elle-même et tout, elle est en mode c'est ici mon paradis, je suis en mode what? Je suis en mode what? Genre, c'était le premier signe. Premier hein, signe. Le premier signe de... Il y a quelque chose qui va pas. Oh oui. Il y a quelque chose qui va pas. C'est quoi le message derrière tout ça, là, le message final? Et ensuite, elle arrive dans la ville et elle dit que c'est une ville qui prend ton âme, quoi. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'OnlyFans et je me demandais à un moment, le réalisateur fait clairement un parallélisme entre Hollywood, donc être un acteur et tout, machin, et OnlyFans, en mode, c'est deux façons différentes de te vendre et d'être traité comme un objet, comme une chose. Et c'est là où on en revient, ouais, jusqu'où t'es prêt à aller pour devenir célèbre, jusqu'où t'es prêt à aller pour qu'on parle de toi, jusqu'où t'es prêt à aller pour gagner de l'argent. Et donc, t'as toutes ces filles qui sont dans le strip club et qui sont, littéralement utilisées, qui sont manipulées, on n'a pas encore parlé d'Alamo, enfin bref, il y a tous ces nouveaux personnages qu'on rajoute et t'es en mode pourquoi on complique les choses, pourquoi, mais bref. T'as Alamo qui met en place un système qui lui permet d'exploiter les filles jusqu'au bout, jusqu'à leur mort, quoi, vraiment. Genre, si elles peuvent plus danser, on les vend, on les trafique, on utilise leurs organes. Enfin, tu sais qu'il a tout un truc en place, donc c'est juste immonde. Mais ce n'est pas le sujet principal, ce qui est très étrange comme façon de vouloir aborder les choses. En fait, tu regardes le truc et tu dis, mais qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Il nous montre plein de choses, mais on se focalise pas dessus. Et comme tu dis, Roux, du coup, comme elle est plus du tout intelligente ou dans les saisons précédentes, elle avait cette capacité à déceler, tu sais, à être un peu comme Lexi en dehors des choses, mais à observer et à être capable de repérer, d'observer, d'analyser, de machin. Là, elle est dans le truc, elle sait absolument pas ce qui se passe. Quand elle est dans le strip club, elle est filmée comme si c'était un mec, littéralement, et elle est là et elle sexualise les meufs, elle se tape même une meuf alors qu'on n'avait jamais vu Roux, en fait. Pendant les 2 premières saisons, je pensais qu'elle était asexuelle. Puisqu'elle a été tout ce truc avec Jules qui lui dit mais tu m'embrasses pas, tu t'approches pas de moi, etc., machin et tout. Et là, en fait, elle est juste en mode ah, c'est trop bien, je suis entourée de meufs à moitié à poil tous les jours, je gagne beaucoup d'argent, je vends de la drogue, enfin c'est parfait, quoi. Et t'es en mode non, en fait, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et tu regardes en te disant c'est bizarre. Et en plus, elle vend de la drogue alors qu'elle sait les ravages que ça fait. Et elle a pas l'air d'avoir des remords par rapport à tout ça, parce qu'elle pourrait le faire parce qu'elle a pas le choix. On comprend très vite qu'elle est coincée, que soit elle le fait, soit elle va mourir, donc on comprend la situation dans laquelle elle se met, mais on n'a pas l'impression que moralement ça l'embête. Ouais, et puis c'est surtout que elle semble pas vouloir, au départ en tout cas, elle semble pas vouloir trouver autre chose. Essayer de faire autre chose. Oui, elle est endettée, elle doit rembourser l'argent. Et oui, elle passe de... j'ai oublié comment elle s'appelle. Laurie. Merci. De Laurie à Alamo. Ok. Elle est coincée dans ce truc-là. Mais essaye d'avoir un plan B, essaye de faire quelque chose, essaye de t'échapper. Enfin, quand la série commence, on a quand même l'impression qu'elle a vécu avec des nazis pendant plusieurs mois, quoi. Et même ce truc. Mais carrément, mais c'est pourquoi ça. Des nazis? Quand est-ce qu'ils sont devenus nazis? Et pourquoi ce sont des nazis? Pourquoi des nazis? Vraiment, c'est une des questions que je me suis posée. Pourquoi faire ce choix? Pourquoi passer autant de temps avec eux? Et puis, en plus, on comprend que le groupe de Laurie, Laurie, quand la première fois qu'on la voit, on sait que elle devient un peu une criminelle presque par hasard. En fait, c'est un peu une histoire d'opportunité. Mais on n'a pas l'impression que son mode de vie s'est amélioré, alors qu'a priori, elle est censée être assez riche, je pense, ce groupe-là.
Mais ils sont toujours dans le cliché de white trash, tu sais, où ils vivent dans la saleté, Ils sont les uns un peu sur dégueulasses. les autres. Là, il y en a un qui vit dans la cave, on dirait qu'ils se lavent jamais, ils sont là. Alors que, je sais pas, elle devrait être en mode, je suis riche, j'ai une grande baraque, enfin, on a un autre niveau de vie, quoi. Non, ils continuent d'être dans leur espèce de crasse, quoi. Enfin, et vraiment, je trouve que c'était tout le temps c'est sombre. On dirait qu'il fait jamais jour là où ils sont, tu vois. Ils regardent des trucs à la télé enfin, ça fait plouc, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment, je me dis, mais c'est quoi ce choix? Pourquoi ils nous montrent ça? Est-ce qu'ils veulent nous montrer que c'est dégueulasse ce monde? Que c'est parce qu'ils sont des nazis? Parce qu'ils emprisonnent des femmes? Qu'il y a des gens qui meurent autour d'eux? Ils s'en foutent? Parce que même leur mule, elle meurt. Même le moment où, enfin, toujours le premier épisode qui était un peu trop pour moi, quand Roux et Faye, elles, du coup, elles reviennent rapidement parce il faut qu'elles évacuent, du coup, les boulettes qu'elles ont avalées. Avec cette scène de merde, dégueulasse qui lui sort des fesses. Et elle est là debout comme si tout allait bien. Enfin, genre, la meuf, enfin, et personne n'est gêné, ni dégoûté. Et il y a trop de trucs dégueulasses dans cette maison, je trouve. Ouais. Vraiment, c'était écœurant. Et après, on apprend que c'est des nazis. Alors tu dis, bon, alors là... Et Faye aussi, elle a toujours... Faye, elle avait l'air un peu bébête, mais elle avait l'air gentille, tu vois. Elle avait l'air bébête, gentille, mais là, j'avais même plus d'excuses pour elle dans cette saison. Enfin, la meuf, elle se fait faire un tatou nazi. T'es nazi, en fait, toi aussi, quoi. Enfin... y a pas d'excuse, tu sais ce que c'est. Enfin, tu sais très bien où t'es. Tu me dis pas, enfin, y a plus de bébête, tu vois. Non, mais j'ai bien aimé cette scène où, du coup, elle va libérer Roux, et ensuite, elle la suit, et Roux regarde le tatouage, et t'as envie de dire, meuf, tu peux pas la suivre. Vraiment, elle est venue, elle a ouvert la porte, c'est très gentil, elle, mais il faut partir maintenant, tu peux pas la suivre, tu peux pas lui faire confiance. C'est une meuf qui est restée. C'est une meuf, quand ils ont attaqué le club, c'est elle qui conduisait. Tu peux pas lui faire confiance. Et tu vois ce truc même avec Faye, tu vois qu'elle reste avec eux parce qu'ils s'occupent plus ou moins bien d'elle et qu'ils la nourrissent. Parce qu'à un moment, t'as quand même le mec qui lui dit eh ouais, prends tes vitamines et tout, je vais faire des bébés blancs avec toi. Enfin, il lui fait tout. Et ça la gêne pas, en fait. Et quand elle ouvre le coffre et qu'elle voit qu'elle a pas d'argent, eh ben, elle retourne sa veste parce que ce qui l'intéresse, c'est d'être plus ou moins entretenue. Et oui, c'est des nazis, ça la gêne pas, elle s'en fout. C'est pas, pour elle, c'est pas un problème, elle est blonde. Elle s'en tape, tu vois. Et je trouve qu'il y a un parallélisme, du coup, qui est fait parce que autre chose à préciser, t'as l'impression de regarder, je sais pas, peut-être 3 séries différentes. T'as un truc, donc, Roux avec ses trafiquants de drogue d'un côté. T'as Nate et Cassie au départ qui sont de leur côté. Et t'as Jules qui est dans sa tour. Et ensuite, on met Cassie, Nate, Maddie et on va dire Lexi dans le même univers. Et on laisse Roux de son côté et Jules de l'autre, et t'es en mode, ok. Mais pour en revenir du coup aux trafiquants de drogue, t'as quand même l'impression qu'ils mettent Alamo et les nazis au même niveau. Ah mais totalement. Et en plus, ce qui est dégueu, enfin ce que j'ai trouvé vraiment assez horrible dans la série, c'est le personnage d'Alamo. Quand il te le présente, bon, on comprend que c'est un trafiquant et machin, tu as l'impression qu'il veut sauver Roux. Enfin, ah non. Avec sa manière tordue, tu te dis, il se dit qu'il va utiliser Roux. Mais peut-être, tu vois, quelque part au fond de lui, il se dit, je la sors de cette situation et je la garde avec moi, et elle va devenir une trafiquante de drogue avec moi. Je sais pas, comme ses acolytes, tu vois, ils se disent, on va évoluer ensemble. Enfin, après, plus la série avance, plus tu vois qu'il est bizarre, plus tu vois qu'il se sert des meufs. Tu vois qu'il teste, entre guillemets, ces nouvelles venues et qu'elles sont traumatisées. Et vraiment, ce personnage, plus t'avances, alors que c'est un acteur que j'aime bien, enfin... Je le connaissais pas. C'est Monsieur Echo, quoi. Moi, je le connaissais pas, c'est Monsieur Echo dans Lost. Ah, il était dans Lost, ok. Entre autres, l'acteur, il joue très très bien. Je pense que c'est parce qu'il joue aussi bien aussi qu'on a cette réaction de la série. Mais c'est vrai que plus t'avances, il y a rien pour le sauver, quoi. Il y a vraiment... Et Roux... Après, je sais pas si Zendaya, la façon dont elle joue délibérément, comme si Roux est tout en mal à l'aise, comme si elle a l'air de comprendre ce qui se passe, mais elle est pas sûre. Tu vois, elle fait toujours des... Je vois, on sait jamais si... elle sait pas trop ce qui se passe autour d'elle, si elle sait... Tout ce qu'on lui demande de faire, quoi qu'on lui dise de faire, elle le fait, voilà quoi. Mais elle devrait sentir le danger quand même. Et le moment
je sais pas si on peut avancer vite fait sur l'histoire de Roux, mais quand on arrive vers la fin et qu'il lui donne les comprimés, moi à ce moment-là je me suis dit mais il y a un truc qui va pas. Et même Roux, elle aurait dû se dire il y a un truc qui va pas à ce moment-là, quoi. C'était une scène trop bizarre. Après peut-être parce qu'on regarde une série que c'est un truc qui te montre qu'il y a quelque chose qui va pas. Et elle, je sais pas. Jusqu'au bout, il y avait rien pour la sauver, quoi, parce qu'elle était trop pas réfléchie. C'est tout. En fait, pour moi, la seule raison pour laquelle ce qui lui arrive, c'est que fallait réfléchir, en fait. Moi, au départ, quand ça a eu lieu, c'est comme ça que j'ai interprété la chose. Mais avec le recul, et quand tu repenses à la discussion qu'elle a vue avec Ali, etc., pour moi, elle a fait un choix parce qu'elle sait qu'il y a du fentanyl. Moi, je pense pas. Ah si, elle le sait. Ils ont la discussion avec Ali avant. Tu sais, quand elle est chez lui et qu'il lui dit « Retourne pas avec eux, demain matin, on ira chercher ta mère, etc. » machin. Et à un moment, je crois que Ali lui dit « Mais ça te gêne pas de vendre de la drogue à des gens qui peuvent en mourir et tout ?» Et elle lui répond « La vraie question, c'est plutôt pourquoi ces gens achètent de la drogue alors qu'ils savent qu'ils peuvent en mourir. » Il y a un truc comme ça où ils ont cette discussion. Donc pour moi, elle est au courant. Ce que je trouve très problématique comme phrase à dire. Totalement. Mais pour moi, le comprimé qu'il lui donne, c'est en effet en mode, déjà pour voir si elle va le prendre, donc pour voir s'il peut de nouveau la tenter puisqu'il sait que c'est une addict, et pour lui faire croire du coup que non, mais ça c'est ce que je prends, il n'y a pas de souci, c'est pour te soigner. Mais ensuite, quand il lui donne la boîte, elle hésite à le prendre, et pour moi, elle le prend parce que elle se dit que... Parce qu'elle le dit, tu sais, l'épisode d'avant, elle a sa discussion avec Lexi où elle dit, ouais, que elle a fait des choses horribles, que c'est une personne horrible, et qu'elle se dit que c'est son moyen de... Là, elle a un peu cleané, on va pas dire fait table rase, mais elle a un peu corrigé ses erreurs, et elle prend les comprimés parce que elle se dit que de cette façon-là, elle pourra pas de nouveau recommencer autre chose. Moi, je n'ai pas interprété du tout comme ça. Pour moi, elle ne sait pas que ça va la tuer. Pour moi, elle a pris les comprimés et parce que c'est une addict, elle n'arrivait pas à s'empêcher de les prendre. Parce on montre que c'est à un moment où elle a mal à la main, donc tu vois, elle fait un geste avec sa main pour montrer qu'elle a mal. Et à cause de la douleur, elle se dit, bah, j'ai pas le choix, il faut que je prenne un médicament. Enfin, moi, je pense qu'elle s'est donné l'excuse de devoir prendre un médicament parce qu'elle souffre physiquement. Donc moi, je pense que c'est parce que c'est une addict que c'était plus fort qu'elle de prendre le comprimé et que Alamo le savait parce que pour moi, Alamo, il comprend les gens. Et il sait que quand tu donnes un comprimé à une addict, ce sera difficile pour elle de refuser. Surtout qu'il avait pas besoin de lui donner 150 comprimés pour la tuer, il a fallu d'un seul, tu vois. Donc, pour moi, c'était un accident. Pour moi, c'est un meurtre. Pour moi, elle savait pas ce qu'allait lui arriver. Moi, je pense que Roux, elle avait de l'espoir. Parce qu'elle en parle avec Jules. Elle lui dit, moi, j'aimerais bien, je sais pas, avoir des enfants, tout ça. Elle croit que Dieu lui a parlé avec un arbre en feu. Elle pense que retourner chez les Mormons, là, ça va changer sa vie. Donc moi, je pense que Roux, elle avait de l'espoir. Mais Sam Levinson a décidé de détruire tous les espoirs de ce monde. Ok. En faisant la chose, pour moi, la plus terrible. C'est-à-dire que les deux personnages de la série qui avaient le plus de difficultés, parce que Nate, comme tu disais, dans les premières saisons, il avait des problèmes, ce monsieur. Au lieu d'essayer de lui faire un petit arc rédempteur, on le tue, mais d'une façon terrible, parce qu'il aurait pu être sauvé, mais non, il a fallu que ce putain de serpent rentre dans son trou, là. Et Roux, pareil, on aurait pu avoir un petit espoir avec Roux à la fin qui, je sais pas, qui s'en sorte après tout ce qu'elle a vécu, et non, ils choisissent de la tuer, et puis ils nous font tout un épisode... on l'a fait faire un rêve ou je sais pas quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était terrible. Pour moi, c'était horrible. Et pour moi, c'est vraiment tuer tous les espoirs possibles, quoi. Moi, je suis persuadée qu'elle le savait pas. Mon interprétation, c'est vraiment... elle est addicte, donc c'était difficile pour elle de résister à un comprimé, c'est tout. Je comprends ce que tu dis. Moi, je partais du principe que elle est au courant et elle fait le choix de le prendre parce que, comme tu dis, oui, c'est une addict, mais c'est une addict et pourtant, Alamo, il l'a embauchée dans le club et c'est elle qui s'occupait de vendre la drogue aux gens. Quand elle était chez Laurie, elle a été en contact de la drogue pendant pas mal de temps. Elle est restée sobre pendant toute la saison, premièrement. Mais en dehors de ça, j'ai lu une interview du coup avec Sam Levinson. Et le but de cette scène, je crois que c'est aussi de faire un clin d'œil au personnage de Fez, puisqu'on le revoit aussi dedans, puisque l'acteur est vraiment mort du coup du fentanyl. Et Sam Levinson, donc pour rappel, c'est un ancien addict, il a été accro à la drogue. C'est intéressant parce que quand tu regardes la série, Sam Levinson, t'as l'impression qu'il est Roux dans la saison 1 et dans la saison 2, et dans la saison 3, il devient Ali. Et en fait, ils expliquent que
que lui, à son époque, quand il était un drogué, le fentanyl n'était pas aussi omniprésent dans la société. Maintenant, en fait, c'est les dealers, enfin, les fabricants de drogue qui empoisonnent et qui tuent leurs clients. Et donc, il explique que lui, avant, il pouvait prendre des trucs et machin, alors que maintenant, si tu prends un médicament, tu prends une drogue et que la dose de fentanyl est trop élevée, ben, tu peux directement en mourir. Et donc, c'était aussi le but de cette scène, de montrer que t'as plus le droit à l'erreur, quoi. Mais ils avaient déjà montré ça avec la première meuf qui meurt au début, je sais plus, Angel, ou je sais plus comment elle s'appelle. Ils avaient déjà montré que une toute petite dose de fentanyl pouvait tuer quelqu'un, puisqu'ils expliquent que c'est parce que Faye avait pas bien nettoyé, je sais pas quoi, et que les comprimés avaient été en contact avec le fentanyl, et c'est ce qui a tué Angel. Donc pour moi, c'est bon, ils ont déjà montré ça. C'est pas elle, Angel. Que Sam Levinson dise qu'il fait un clin d'œil à une vraie personne qui est morte d'une overdose de fentanyl avec cette scène, je trouve ça complètement pété comme idée. C'est encore plus traumatisant. C'est comme tout le discours de Ali, enfin tout le discours d'Ali à la fin, c'est ça, c'est oui. Moi, ce qui m'a choqué, c'est quand Ali décide déjà d'abandonner genre, il abandonne les meetings, il abandonne sa religion, il redevient chrétien. J'étais là, what the fuck? Il redevient chrétien. Sponsor. Il prend son gun. Déjà. Et il va dans un Quel club, genre de sponsor? sans masque, et il va tuer. Et t'es en mode, what? Non mais, Ali, c'est le pire sponsor de la Terre. Et il nous fait tout un discours sur il faut prendre les choses en main, il y a le bien, il y a le mal, et du coup, s'il y a le mal, et ben c'est à nous d'arrêter le mal. Et t'es en mode, ok. Et en plus, la façon dont il te parle, t'as un peu l'impression qu'en fait, Alamo, donc t'as les nazis d'un côté, et t'as Alamo qui est littéralement le diable de l'autre côté. Non mais, Ali, il est pseudo... philosophe ou je sais pas quoi, le gars, on nous montre clairement que c'était le pire père de l'histoire qui tabassait sa femme. Ouais, mais ça, on savait. Moi, je me rappelais pas de ça. Déjà. Ah si, moi, je m'en J'ai souviens. pas vu l'espèce d'épisode Covid, là, je les ai pas regardés. Ensuite, le mec, mais je me suis dit, attends, le monsieur, du coup, il décide d'arrêter la drogue et tout, et de devenir quelqu'un de bien. Et il s'occupe pas de ses enfants. Il va s'occuper de tous les enfants qui croisent dans Non, ses enfants, ils veulent pas être en contact avec lui. Je me souviens dans l'épisode Covid. Ah, c'est lui qui veut pas être en contact. Non, c'est ses enfants, okay. c'est ses filles qui veulent pas lui parler parce que... Et ça, je trouve ça intéressant aussi, ce truc de... Dans la saison 1 et dans la saison 2, c'est pour ça que les scènes les plus intéressantes sont les scènes avec Roux et Ali, parce que il explique que quand tu prends de la drogue, et on l'a vu avec Roux à plusieurs reprises, tu te souviens de la scène où elle se bat avec sa mère, ça te fait devenir quelqu'un d'autre. Et donc lui, il était drogué, il prenait de l'alcool, enfin, c'était pas une bonne personne, quoi, comme on dit. Et du coup, maintenant, il a changé, il est devenu meilleur, il est devenu sobre, il est redevenu lui-même, il a conscience de ses erreurs, etc. Et donc, nous, on le regarde, quand on le rencontre, on se dit, c'est quelqu'un de bien, mais évidemment, si toi, t'es ses filles, t'es sa femme, tu l'as vu te cogner dessus, tu l'as vu t'insulter, tu l'as vu être horrible, t'as le droit d'être en mode, t'as le droit d'être, c'est bien pour toi, c'est devenu une nouvelle personne, mais moi, j'ai pas envie d'être en contact avec toi. Et c'est un choix. Et donc, dans un épisode du Covid, justement, je crois que c'était le soir de Noël ou je sais pas quoi, donc il a ses filles au téléphone, mais elles veulent pas le voir, elles veulent pas lui parler, elles veulent pas être en contact avec lui parce qu'ils sont en mode, tu nous as fait trop de mal, et ce à juste titre. Okay. Mais donc, tout cet arc rédempteur de dire, moi je trouvais que le personnage d'Ali, c'était un personnage qui était intéressant parce que c'était ce à quoi Roux aspirait, tu sais, se dire, je suis dedans, je suis encore accro, je prends de la drogue et tout, machin, j'arrive pas à m'en sortir. Mais je peux m'en sortir. Et on voit que Ali, il a failli mourir, et c'est suite à ça qu'il s'est dit, bon, ben, ça suffit, quoi. Ouais. Quand on le rencontre, on se dit, oui, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui s'en est sorti, et ça peut être un modèle pour les autres. Et même quand il est testé, quand il a littéralement son livre des morts, où il écrit le nom de toutes les personnes. Parce que c'est un truc auquel j'avais pas pensé, qu'en effet, pendant le Covid, ça a dû être horrible pour toutes ces personnes-là qui étaient coincées chez elles, qui avaient pas de distraction, et en plus, si t'es accro à l'alcool, ou t'es accro à la drogue, etc., c'est facile de ressombrer dedans ou de te dire il n'y a pas d'espoir, quoi. Donc t'as quand même ces moments-là où, oui, on a dit cette série de trucs, mais t'as quand même ces trucs-là de dire il y a de la matière, mais c'est mis en scène d'une façon, des fois, où tu dis what are we doing? Ouais. Non, mais même le Death Note, là, je le trouvais bizarre. Parce que ce moment où il montre effectivement que les gens, il a essayé d'être présent pour les gens, mais que c'était difficile à distance et tout, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et après, de montrer qu'il écrit, j'ai trouvé que c'était hyper glauque qu'il écrive les noms des gens. Non, mais je crois que c'est peut-être lié avec la date de je sais pas, j'ai pas fait les trucs anonymes, mais peut-être qu'il y a un truc de, tu sais, t'es censé noter, t'es censé garder un journal, t'es censé, même pour ta progression, tu sais, où il compte le nombre de jours où t'es resté sobre et tout,
ça fait peut-être partie du... le nombre de... Non, mais pas de noter les noms des morts, parce que t'es pas censé être en contact avec autant de morts, mais je me dis que, je sais pas, après, c'est aussi la symbolique, c'est aussi pour montrer, je sais pas, tu vois, un truc, quoi. Je sais pas, parce que je veux bien qu'ils trouvent quelque chose pour se souvenir de chacun d'eux, mais cette méthode, moi, m'a paru un peu trop spéciale. Ali, c'est un personnage que... C'est parce que j'aime l'acteur, j'arrive pas à détester de personne. Bah oui. Mais je le trouve chelou. Moi, je sais pas, ses grands discours, tout ça, je sais pas. Et puis, je trouve qu'il aidait pas beaucoup au final. Je l'ai pas trouvé d'une grande aide, enfin, par rapport à la situation de Roux, quoi. Je crois qu'il donnait, je sais pas, Roux, il était là avec ses gens de cartel de drogue, et puis lui, il disait, bah ok, hein, écoute, fais attention et salut, tu vois. Et même, enfin, il aurait pu avoir plus d'action quand il a vu les comprimés, il aurait pu dire à Roux, on va trouver une autre solution pour que tu puisses gérer la douleur. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, ma théorie, selon laquelle elle a pas fait exprès de mourir. Mais il a vu les comprimés qu'une fois qu'elle était morte. Il les a pas vus. Non, tu penses qu'il les a pas connus, il a pas vu oui, avant? parce qu'on voit qu'il va se coucher, elle s'allonge dans le canapé. Et elle tient sa Bible, là, je crois qu'elle est toujours à la page 1 d'ailleurs de la Bible, j'ai pas compris. Ouais. Et ensuite, elle prend la boîte dans sa sacoche. Et Ali, il est pas là. Elle aurait pu en parler avec lui. Elle aurait pu discuter, voilà, j'ai des comprimés, je sais pas ce que j'en fais, je sais pas. Mais c'est pour ça que je te dis que pour moi, elle a fait un choix. Non, pour moi, c'est pas un choix. Ok. Ouais, je peux pas croire ça. Roux, enfin, elle voulait se marier avec Jules et tout, là. Mais non, la dernière fois qu'elle a vu Jules l'a giflé, lui a balancé une peinture dessus. Mais... T'es sérieuse? Si tu veux te marier avec quoi? Arrête. Oh là là, Roux. Non, franchement, par contre, cet épisode, cette scène, moi, j'ai trouvé elle était très touchante. C'était vraiment hyper triste, quoi. Même si elle m'avait saoulée pendant toute la série, hein, j'ai trouvé ça vraiment trop triste. Et c'était trop. En fait, c'était trop. Voilà, c'était après tout ce qui m'a fait subir tous les épisodes, là, ce moment, c'était trop. Il y en avait besoin d'un petit peu d'espoir. Ouais, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'elle meure. Et en même temps, je me disais, faut en finir. Tu sais, dans ma tête, je me disais, Zendaya, elle est en mode, faut en finir, j'en ai marre, je ne reviendrai pas. Parce que j'ai l'impression que c'est la même chose avec Nate. J'ai l'impression que l'acteur, il a dit, je reviendrai pas, tuez-moi. Ah, mais lui, j'avais de la peine, je me suis dit, mais le pauvre, le gars, il était nominé aux Oscars. Il y a pas si longtemps, il doit revenir dans ça. Quelle tristesse! En plus, il doit jouer avec la meuf, tout le monde sait qu'elle est maga, c'est hyper gênant d'être... je crois qu'il aime bien, moi j'ai vu des interviews et tout, il y a pas de... Et d'ailleurs, ça c'est un truc qui est drôle, c'est que quand tu regardes, Zendaya n'a aucune scène avec Cassie. Roux et Cassie n'ont aucune scène. Et comme on dit, t'as l'impression que eux ils sont dans une série d'un côté et elle est dans sa série de l'autre parce qu'on peut pas trop mélanger. Le seul truc qui permettait de les lier, c'était Maddie. Moi, mes personnages les plus intéressants, ça a toujours été Nate et Maddie. Pas quand ils étaient ensemble, mais en tant que personnages séparément. Et du coup, Maddie, elle fait le lien entre les deux, même si, elle aussi, elle rentre dans le truc de... Parce qu'au départ, quand ça commence, tu sens son désespoir en mode elle travaille et tout, machin, elle a réussi à devenir quelqu'un, enfin, à avoir un boulot et tout, alors qu'elle a pas fait d'études, elle est pas passée par le parcours habituel, etc. Et à la fin, c'est une meuf qui se tape à la mot, et t'es en mode... What are we doing? En fait, t'as l'impression que tous les personnages féminins dans la série ont utilisé leur pussy power, comme on dit, pour obtenir quelque chose, en dehors de Laurie. Mais Laurie, pour rappel, elle s'est suicidée pour rien, puisque quand elle se suicide, il trouve pas la drogue, donc t'es en mode, ok. Roux, qui meurt, et t'as qui d'autre? Lexi qui est restée la vierge un peu aigrie en mode je juge tout le monde de trucs alors que je fais rien quoi. Elle était bien habillée, on montrait bien la meuf pure, la petite tenue années 70, bien couverte, qui juge tout le monde et tout. Elle, toutes les autres, elles étaient en mode boob salaire et tout. Elle, par contre, vraiment carré quoi, ridicule. Ouais. C'était ridicule. Non mais... Maddie, à la fin, elle est coincée aussi. En fait, c'est ça qui est triste avec Maddie. C'est que Maddie, elle avait un boulot. Franchement, il était très bien son travail. Je vois pas ce qu'elle avait. Elle était pas assez payée. Mais peut-être.
Mais après, la meuf, elle a quel âge? Elle doit avoir 23, 24 ans à ce moment-là, je sais pas. Mais c'est bon, m'a dit, tu peux changer de travail si tu n'es pas assez bien payé, tu peux évoluer, tu peux en parler à l'entretien annuel à ta manager. Mais attends, mais toi, t'es sérieuse? Je sais pas, mais non. T'as vu sa manager? Sa manager Objectivement, lui dit, il y a un chien qui vient de vomir dans mon bureau, c'est elle qui nettoie, tu plaisantes ou quoi? j'entends bien, mais c'est quand même, ça va, elle a un job normal. Tu vois, elle a un job normal, c'est bon. Elle est pas contente, elle décide de faire du porno. Ok, d'accord, m'a dit, tout le monde veut faire du porno. De toute façon, apparemment, c'est la seule option que les femmes trouvent dans cette série, c'est de travailler dans le porno. Il n'y a pas d'autre sujet de carrière, il n'y a pas d'autre façon d'avancer dans la vie. Il Ah n'y a oui, pas parce que d'autre moyen regarde, d'être Lexi, heureuse elle a que... dit elle veut devenir scénariste ou je sais pas quoi, sa carrière ne va nulle part. T'as Jules qui est en mode je veux devenir une artiste, ses tableaux sont nuls. Justement, Donc, et tu c'est vois. ça. Et justement, c'est ce qui montre que le propos de la série, il est complètement pété. Comment tu peux me montrer autant de personnages différents? Ils veulent tous la même chose, du porno. Même on nous met là les filles dans le strip club. Il y a même Rosalia. Tu te rends compte, Rosalia dans la série? Pareil, elles, on dirait qu'elles réfléchissent pas, on dirait qu'elles sont très contentes, alors qu'on apprend à la fin qu'en fait, on leur a volé leur pièce d'identité, donc elles étaient coincées aussi. Mais on a l'impression que tout le monde est content de faire du porno. Ok, moi j'ai pas de problème avec les gens qui veulent faire du porno, mais il y a d'autres choix dans la vie quand même. Enfin, Ben non, regarde la facilité avec laquelle Cassie a... Regarde la facilité avec laquelle Cassie a explosé. Elle s'est tapée, elle est partie à une fête, elle s'est tapée un mec connu, un acteur, et limite, ensuite, ça y est. On aurait presque pu avoir Cassie, tu vois, qui soit un bon exemple dans ça, parce que elle se dit, moi, je choisis de faire du porno, c'est la carrière que je veux avoir, c'est comme ça que je veux... Bon, après aussi, le fait qu'ils veulent tous être de super riches, tout ça, ça me dérange aussi. Je trouve ça très bizarre. Pareil, encore une fois, il y a d'autres choses que tu peux vouloir dans la vie. Bon, eux, ils ont choisi que les gens, ils veulent du cul et de l'argent facile. Mais du coup, on aurait pu montrer que Cassie, du coup, oui, Cassie, elle évolue dans ce monde-là et elle réussit. Et franchement, j'aurais trouvé ça beaucoup plus cool que elle est stupide, elle fait ça juste pour l'argent et ensuite elle doit payer des trucs pour son mec qui l'exploite finalement parce que lui, il est dans sa maison jaune pipi, du coup, il fait plus rien parce qu'il doit de l'argent à des gens et c'est elle qui paye. Du coup, elle est obligée de faire encore plus de choses parce qu'elle doit payer les dettes de son mec, tu vois. On en a encore revenu à un moment où, encore une fois, elles se font toutes exploiter. Maddie, elle aurait pu être indépendante, elle aurait pu être quelqu'un qui manage des personnes et tout, qui arrive à s'en sortir, qui fait carrière, comme elle le voulait. Bizarrement, tout est facile pour eux. Maddie, elle sait exactement où aller, à quelle heure, à qui parler, comment, et boum, tu exploses et tu deviens millionnaire. Et au final, elle se fait quand même coincer aussi, elle devient aussi l'esclave d'Alamo. Elle doit le fricoter avec lui, elle lui doit de l'argent. Donc ça veut dire qu'il n'y avait aucune meuf de la série qui était sauvée. Aucune. Non. Mais après, j'ai un peu l'impression qu'ils essayent de... Parce qu'il y a tout l'aspect religieux également. Déjà, parenthèse, quand la série commence et que Cassie et Nate sont toujours ensemble, je comprends pas comment c'est possible. Quand ils invitent Maddie au mariage, donc déjà, pourquoi Rue est invitée au mariage? Rue, pour rappel, c'est celle qui a fait découvrir leur relation à tout le monde. Pourquoi ils l'invitent? Ensuite, ils l'ont juste invitée pour que Jules soit présente au mariage et qu'elle puisse avoir une discussion avec le père de Nate, qui s'est tapé Jules, et ensuite Nate, qui était amoureux de Jules, mais ça, on n'en parle plus. De toute façon, Nate, c'est devenu quelqu'un d'autre, donc passons. Mais donc, pour en revenir à ce que tu dis elles se font toutes exploitées et tout, t'as aussi un peu l'impression que déjà, t'as un parallélisme entre Hollywood et OnlyFans. Il faut devenir célèbre, il faut devenir riche, il faut machin et tout, et tu vis la belle vie, voilà. Et ton corps, ça te sert, si t'es une femme, en tout cas, le seul moyen que t'as pour gagner de l'argent, c'est ton physique. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'ils disent quand Cassie est embauchée pour jouer dans la série, parce que même dans la série, la meuf, elle récite mal ses lignes, elle débarque en disant oui, non, mais c'est parce que je suis la sœur d'un tel et tout, et ils sont juste en mode non, mais en gros, ils la regardent en mode regardez son corps, elle est très féminine et tout machin, donc on est prêt à créer un personnage rien que pour elle, quoi. Et donc, t'as un peu l'impression qu'ils disent que Hollywood, c'est aussi un peu l'enfer, quoi. C'est c'est la ville de tous les péchés, je sais pas si c'est Babylone ou je sais plus quelle ville c'était, où c'est en mode on fait tout et n'importe quoi là-bas.
et la luxure et le péché et tous ces trucs se mélangent, et t'as Alamo avec son serpent, et même, tu sais, des fois, il a ses cornes de diable, enfin, t'as tout cet aspect, religieux qui est omniprésent, et t'as Roux qui voit des signes et qui a des interprétations terrifiantes. Elle voit tous les signes au mauvais endroit. Quand elle rencontre Alamo et qu'il lui dit, je crois que c'était un signe que Dieu m'a envoyé vers toi, tu la regardes en disant, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Mais moi, franchement, quand elle a Tu dit l'as ça rencontré au début, 2 secondes après que quelqu'un est mort. Comment tu peux dire que c'est un signe? Ça n'a aucun moi, au sens. début, quand elle a dit ça, je pensais qu'elle avait eu un éclair de génie en se disant, je dis ça pour me sauver. Et après, j'ai compris que non, en fait, elle était sérieuse. Mais même toutes les fois où elle laisse traîner son téléphone, toutes les fois où elle est à 2 doigts de se faire rattraper et tout. Et pareil, Bishop. Le seul personnage que j'ai bien aimé, c'est Bishop. J'ai bien aimé Bishop. J'ai pas compris pourquoi à la fin il a trahi Alamo. En y réfléchissant, je repense à la scène. Tu sais, ils ont un serpent, parce que ils ont montré le serpent jaune dans le strip club pendant toute la série, mais c'est un autre serpent qui a commis le meurtre. Mais bon, bref. Quand il est avec Roux et qu'il lui raconte cette histoire, cette légende urbaine du serpent qui vivait avec quelqu'un et qui du jour au lendemain arrête de manger parce qu'il fait la place pour pouvoir manger la personne, et qui lui dit, il regarde Roux et il lui dit, ouais, c'est parce que tu connais jamais vraiment les gens et tout, tu peux interpréter ça comme c'est lui. Il prépare une trahison, etc. Mais c'est tellement léger, et en plus c'est tellement associé à Maddie, puisqu'il est dans la voiture avec elle pendant 2 secondes, et ensuite, soudainement, il est en mode bah vas-y, je vais le trahir. Tu te dis... Peut-être parce que Maddie aimait bien le nom de son chien. Du coup, il s'est dit, Maddie est gentil. Alamo, il a jamais complimenté mon chien. Du coup, Alamo mérite de mourir, je ne sais pas. Waouh. C'est vrai que ça ne détonnerait pas avec le niveau de la saison 3. Mais waouh. Très belle interprétation. Non, ça n'avait vraiment aucun... ça sortait vraiment de nulle part, j'ai trouvé. Ouais. Mais même tout le truc avec Ali qui débarque dans le club et qui... Attends. Ouais. Il y a aussi un autre élément aussi qui est un peu spécial, c'est que tu as remarqué que dans sa main, il a un chapelet. Oui, tout le temps. Mais c'était pas un chapelet catholique. Je crois pas. Donc je me suis dit, est-ce qu'il sait que Ali est musulman et lui aussi, du coup, non, parce que quand Ali il est venu, il était plus musulman. Il s'appelait de nouveau Martin. C'est la magie de l'esprit. Il a su d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas. Vraiment, parce que je me suis dit, pourquoi ils prennent la peine de nous montrer cet élément, tu vois, c'était... Non, je pense que c'est... Enfin, après, je sais pas, parce qu'on le voit pas prier non plus, il me semble pas religieux, puisqu'il est en mode truc. Mais il faisait absolument... Il regardait des gens se faire tuer tout le temps. Ouais, c'est pour ça que pour moi, il est pas religieux, c'est plutôt en mode, il est tout le temps en train de manigancer. Tu vois, mais c'est pareil avec... en fait, Sam Levinson, il est raciste, en fait. Bah, il montre les super cathos, là, qui vivent dans le désert avec leurs longues robes et qui sont, oh là là, on est une famille sympa, on est 56 enfants dans la baraque, et voilà. Et puis, les gens musulmans, eux, ils tuent tout le monde, en fait. C'est ça, je pense que c'est ce qu'ils nous racontent. Non, mais je pense pas que Bishop soit musulman. Pour revenir à ton histoire de racisme, je sais pas si c'est le terme employé, mais il y a quand même un problème, je trouve, avec quand tu regardes les œuvres de Sam Levinson. Donc, on a eu Euphoria, ensuite, on a eu Malcolm et Marie, ensuite, on a eu The Idol, et maintenant, on retourne dans Euphoria, et c'est... Je considère que la saison 3 d'Euphoria, c'est une série à part, donc pour moi, ça fait 4 trucs différents, où Sam Levinson, quand il écrit des personnages masculins, ce sont des hommes noirs. Malcolm et Marie, c'est un homme noir, et quand tu observes le personnage, t'as l'impression que c'est Sam Levinson, mais en homme noir, même la façon dont c'est écrit. Et là, pendant toute la saison 3, j'étais là, est-ce que, genre, c'est un Tarantino de la télé, c'est-à-dire qu'on utilise le N-word, c'est-à-dire qu'on dit des phrases de ouf, alors que le seul écrivain, le seul scénariste, c'est Sam Levinson. Donc toutes les fois où tous ces personnages... Et la violence aussi. Il y a plein de scènes où, clairement, c'est inspiré de... Déjà, t'as tout un hommage à Hollywood qui parfois marche très très bien et d'autres fois t'es en mode pourquoi. Mais t'as quand même tout ce truc, la scène de fin c'est une scène à la Tarantino. Genre le niveau de violence, le niveau de truc, même t'as plein de dialogues qui sont totalement inspirés de Tarantino mais qui n'atteignent pas son niveau. Mais je trouve quand même que j'ai ce malaise là de me dire bon bah Sam Levinson il se voit dans le personnage de Roux, il se voit dans le personnage de Ali, il se voit dans Malcolm et Marie. The Idol, je suppose qu'il est aussi The Weeknd. Enfin, tu vois, t'as envie de dire, quel est ton problème?
Nate Non, était mais là, je trouve hein. que... Nate était là, tu l'as tué, quoi. Enfin, tu vois, t'as envie de dire, Non, mais je comprends pas. clairement, les personnages, il crée des personnages qu'il aurait peut-être dû éviter d'écrire lui-même, quoi. Enfin, je trouve que c'est très problématique. Les choix qu'il a fait, je trouve que le choix du chapelet, de le montrer, c'est étrange. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? C'est quoi le... Surtout que, une fois que t'as regardé toute la série, que t'as été traumatisé par tout ce que t'as vu, du premier épisode jusqu'au dernier, à la fin, ils te font un petit final avec le drapeau américain qui flotte dans les airs, avec une petite phrase « God bless America ». Et là, je suis dit, C'était qu'est-ce le qui se titre passe? de l'épisode. Qu'est-ce que je viens de regarder dans le monde dans lequel on vit et que l'actualité qu'on a en ce moment? Non, mais attends, mais Bishop, c'est pas... Ça veut pas dire, je sais pas quoi en anglais, Oui, c'est un curé, statut religieux, donc voilà, c'est ça. Ouais, ça veut dire curé. Donc c'est pour ça, pour moi, il est pas Ah, peut-être qu'il est chrétien, catholique. mais... Moi, je sais qui pas, il est, mais hein, c'est pas un chapelet catholique, donc je sais pas ce qu'il essaie de nous dire. En tout cas, ça me paraît un peu bizarre et raciste, hein, au final, dans tous les cas. Et Bishop, pareil, le mec, il est là, il parle jamais. Enfin, il dit 3 phrases de temps en temps, toujours très bizarre et toujours très flippant. On voit que c'est l'homme de main, on a l'impression que c'est le bestie aussi de Alamo, quoi, et que c'est le mec en qui il a le plus confiance. Oui, que Alamo nous fait confiance, oui, mais après Bestie, je pense pas. Et t'as ce truc de, tu sais, il se dit, ouais, il se dit qu'il est fiable, quoi. Mais clairement, Alamo, pour moi, ça a toujours été le personnage le plus flippant de la saison 3. Tu le regardes, on te sent. Parce que, à côté de ça, t'as le mec, là, j'ai oublié comment il s'appelle, qui poursuit Nas, je crois qu'il s'appelait Nas ou Nash, qui poursuit Nate, et c'est, on dirait un gag. Genre, il est dans la maison, il court à gauche, il court à droite, et à chaque fois qu'on l'attrape, on lui coupe un orteil. Ah oui. Et en plus, comme par hasard, il parle pas bien anglais et tout, il a un accent. Oui, ils sont arméniens. Les clichés, c'est gênant. Il lui coupe un orteil, il lui coupe un doigt, tout ça, c'est cliché. Moi, j'ai une question principale avec l'histoire de Nate, c'est pourquoi la maison était aussi jaune, j'ai besoin de comprendre, c'était horrible. Le rêve américain. T'as plein de trucs comme ça où Cassie et Nate, ils sont en mode, on vit le rêve américain, on se marie, on est riche, on est un statut au-delà de vraies personnes. Tu vois, Nate, il s'est fait son argent comment? En volant, enfin, en montant son truc et tout, voilà. Et Cassie, elle est en mode, ouais, des fleurs, $60,000 de fleurs, ça devrait être la norme. Et je peux pas avoir mes $60,000 de fleurs? Ok, ben, je vais m'exposer sur OnlyFans, alors. Et pareil, l'argent, enfin, et de toute façon, ils le disent à plusieurs reprises, c'est l'argent qui pousse tous ces gens à faire tous les mauvais choix qu'ils font. Et c'est très américain. Ouais, c'est très waouh, quoi. Enfin, pour moi, j'ai trouvé que ça volait vraiment pas haut, quoi. Ça volait pas haut du tout. Et la mort de Nate, moi, pareil, je m'attendais pas. Ça, c'est vraiment la mort, je m'attendais pas du tout. Moi, je pensais qu'ils allaient nous faire une petite pirouette et qu'on allait réussir à s'en sortir, tu vois. Elle était violente, elle était horrible, et en plus à la fin, je sais comment ils se sont débarrassés du corps puisqu'apparemment personne n'est au courant que Nate est mort, quoi. Bon, ça c'est pas difficile pour un mec comme Alamo, mais c'est davantage, en fait, je trouve ça dommage parce que si c'était le Nate qu'on avait vu dans la saison 1 et la saison 2, qu'on le tue dans la saison 3, ça m'aurait pas gêné. Mais la saison commence et je suis en mode, qui est cette personne? C'est un mec totalement différent. C'est un mec qui était calculateur, froid, manipulateur. C'est un petit sociopathe, tu vois. Oui, il est peut-être pas au niveau d'Alamo, etc. Mais le transformer en guignol sans plan... Enfin, tu vois, j'ai pas compris. Et puis, un espèce de start-upper, tu vois... Enfin... je sais pas, il avait pas un personnage très intéressant, il est trop cliché. Et pareil, ils auraient pu faire un arc avec lui qui soit un petit peu... Après, je dis pas que toutes les fins doivent être positives. Je dis pas que toutes les fins doivent me donner de l'espoir quand je regarde une série. Mais c'est juste que cette série en particulier, elle se voulait hyper réaliste, elle voulait parler aux gens, et que je trouve qu'elle finit par désespérer tout le monde. Enfin, moi, je la trouve hyper désespérante. À la fin, Cassie, elle retourne dans sa grande baraque toute seule, où elle continue de faire son OnlyFans là, puisque apparemment c'est le seul business qu'elle a envie de faire dans sa vie malgré tout ce qui lui est arrivé après avoir été autant traumatisée. Et on voit qu'elle est toute seule dans sa chambre et qu'elle est malheureuse, mais elle a pas le choix. Maddie, pareil, qui part parce qu'elle doit aller, donner de l'argent que Cassie a gagné en faisant des vidéos
sur Internet. Du coup, parce qu'elle est coincée aussi. Lexi est malheureuse, elle se demande si elle doit devenir catholique. Parce que de toute façon, c'est ou le porno ou le catho, hein. Il y a pas... C'est tu meurs, tu deviens catho ou tu fais du porno. C'est les 3 choix qu'il y a dans la série. Et voilà, en fait, c'est ce qui nous reste. Et les 2 autres, bah, ils sont morts. Ah, il y avait Jules. Et Jules, bah, on s'en fout. Jules, ça continue d'être entretenue. Et elle fait ses petits dessins et on n'a même pas l'impression qu'elle essaie de faire quelque chose pour sa carrière de peintre, quoi. Enfin, voilà, quoi. Elle peint chez elle toute seule. Et t'as remarqué la vitesse à laquelle elle peut faire une peinture de 2 mètres sur 2 mètres sans se salir? Bah si, ses mains étaient légèrement sales. Quand même, en 10 minutes, elle nous a fait le truc, la meuf. C'est du talent. C'est le talent de Jules. Non, c'était un peu ridicule. Ouais. Ah, on n'a pas parlé du fait qu'il y avait beaucoup de stars aussi dans la série. Il y avait Sharon Stone, quoi. Il y avait Sharon Stone. Attends, j'avais noté. Bah, t'as dit Rosalia. Il y avait Rosalia. Il y avait Natasha Lyonne. Oui, pendant 2 minutes, ce qui était dégueulasse. Il y avait qui d'autre? Bon, Domingo Coleman, forcément, il était déjà là. Bah, il y a le footballeur américain, là, qui avait le petit Marshall rôle. Lynch. Ouais. Oh là là, comment ils ont payé tous ces gens pour venir dans la série. Pour la justifier. Et t'as remarqué aussi comment elle s'habillait vraiment avec un style hyper rétro. À part... même Jules, elle avait un style un peu rétro, je trouve. Roux, elle avait un style un peu rétro, pas Jules. Tu sais, un peu années 60, 70. Quand Cassie, elle fait son relooking... et qu'elle a cette espèce de brushing très années 70, blonde, ça faisait vraiment actrice porno des années 70, quoi. Ouais. Et j'ai pas l'impression qu'on la voyait autant nue dans les premières saisons. Il y avait pas autant de gens nus comme ça. Non, en plus, on les voyait pas autant nus, mais on la voyait nue. Elle était dans des postures, j'étais un peu gênée, hein. Je t'ai dit, moi, j'ai été mal à l'aise tout le long de la saison, pour différentes raisons. Et pourtant, on a vu E.T. de Rivalry, hein. Donc... Ouais, mais tu vois, c'était pas aussi trash. Et en fait, je pense que c'est aussi la façon dont c'est filmé. Ouais, E.T. de Rivalry, c'était frontal. Bah non, c'était pas frontal. Enfin, frontal de manière... il cachait l'essentiel. Mais voilà, il te montrait ce qui se passait. Voilà. Bon, on voyait ce qui se passait. Mais Cassie, c'était juste bizarre, c'était gênant. Enfin, t'avais l'impression que c'était pas la bonne chaîne, quoi, que c'est le genre de truc qu'on met tard le soir. Ouais. Mais en fait, globalement, même si j'ai pas de problème à ce qu'on montre des femmes qui choisissent d'avoir une carrière dans le porno, bah, la façon dont c'était fait dans cette série en particulier, bah, ça m'a dérangé. J'ai trouvé que c'était dérangeant. Ouais, en plus, tu sais que c'est pas réaliste. Il y a tout un moment où elle commence à faire des podcasts où je pensais qu'elle allait être sur la traîne des... T'as des meufs comme ça, là, qui font des challenges, qui se tapent, je sais pas, 100 mecs ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, et qui ont ensuite des discours de tradwives, parce qu'on joue là-dessus, c'était censé être une tradwife. Mais elle fait la tradwife alors que faire OnlyFans, c'est du travail, donc c'est elle qui gagnait l'argent, c'était pas son mari, alors que c'est le genre de meuf qui va faire des discours du style oui, les femmes, elles sont bonnes à rien, elles sont nulles, elles devraient être à la maison, en train de faire des bébés et préparer dans la cuisine, tu vois. Mais ensuite, ça aussi, on s'en fiche. En fait, il touche à plein de trucs, mais là, je m'en fiche. Et c'est pareil, j'avais tout un truc sur, comme j'avais dit, dans la saison 2, par exemple, ou même dans la saison 1. Dans la saison 1, t'as le personnage de Mackay, qui disparaît dès la saison 2, mais qui était du coup un jeune... Bon, après, je suis contente qu'il ait disparu, parce que si Sam Levinson, il doit se mettre dans la peau d'un jeune athlète afro-américain, j'avais peur de ce qu'il allait faire. Mais t'avais quand même ce personnage-là, et t'avais Nate à côté, et ensuite t'avais Nate et Cal, Nate et son père et tout. Et t'avais donc ces personnages masculins-là qui étaient donc à différents âges et à différents niveaux dans leur vie. Et on explorait du coup la masculinité américaine et comment ça peut être toxique, et t'avais même le personnage de Fez. Enfin, t'avais tout. Et là, dans la saison 3, le mec, il en a rien à faire des gars. Enfin, il a créé Alamo et il a créé... Nas et tous ces personnages-là bizarres et tout, mais à part Alamo sur lequel il se penche et du coup Ali, t'as l'impression qu'il n'interroge plus du tout ce qu'est la masculinité, la toxicité, etc. T'as juste le moment où tu vois, oui, Alamo qui a ses révélations et qui est en mode, oui, il est extrêmement misogyne à cause de ce qui lui est arrivé quand il avait 10 ans.
Et ensuite, il Mais réalise c'est que ça l'a clair. contrôlé toute sa vie, quoi. Mais encore pareil, il nous montre une histoire qui commence bien avec son beau-père qui arrive et puis tu vois que voilà, il a eu des difficultés, qu'il a le visage brûlé. Donc tu te dis bon, je sais pas, ça commence comme quelque chose de positif avec le fait que sa mère elle ait choisi d'être en couple avec un monsieur qui parce qu'il a été brûlé au visage, du coup, il est pas très joli. Mais c'est pas de sa faute, mais dans son cœur, il était très beau parce qu'on voit qu'il était Elle a dit quelqu'un de dans son sympa. cœur, il était très On- beau. On voit que les gens l'appréciaient, il va à l'église, voilà. On voit que c'est quelqu'un qui est généreux. Et puis, quand il a eu de l'argent, il l'a partagé avec sa femme et son enfant, tu vois. Il a été très généreux et tout. Tout ça pour nous montrer qu'une femme, en fait, elle faisait tout ça. Être en couple avec lui en faisant semblant, tout ça pour lui voler son argent et ses meubles. Bah oui, c'est une femme. Franchement. À quoi tu t'attendais? Alors que, je sais pas, ils auraient pu montrer que le porno, tout ça, c'était une façon de s'émanciper pour les meufs. Et puis, je sais pas, toutes les femmes sont horribles dans cette série. En fait, c'est ça la finalité. Toutes les femmes sont Les horribles, femmes sont horribles, ou bêtes. oui. Elles Ou sont bêtes. horribles et et les stupides, hommes ouais. sont aussi horribles. Oui. Il faut le dire. Tout le monde est horrible. Tout est Voilà, horrible. tout le monde est nul dans cette C'est série. pour ça qu'il n'y a pas de rédemption. Mais ça m'a fait penser à ce qu'on disait à une autre série. Mhm. Je sais pas si t'en as entendu parler. Elle s'appelle Minx. J'en ai entendu parler de nom, mais je sais pas de quoi ça parle. Et ben voilà. Ça, deux séries avec des femmes dans le monde du porno qui sont beaucoup plus intéressants, qui n'ont pas des scènes bizarres qui mettent mal à l'aise. Mhm. Donc il y a Minx, c'est une histoire qui s'inspire d'une histoire vraie, mais clairement ce qu'il nous raconte c'est totalement de la fiction. C'est l'histoire d'une femme qui était journaliste et qui, un peu par hasard, quelque part, crée un magazine érotique, mais elle crée un magazine érotique pour femmes. Mhm. Et du coup, c'est tout. Elle lance tout un business avec un homme qui est un businessman qui lui aussi faisait des magazines érotiques, mais pour les hommes. Donc évidemment. Donc dans la série, on voit souvent passer comme ça des femmes qui sont pas beaucoup habillées, mais franchement c'est une série qui est assez féministe, qui est bien écrite, qui est vraiment légère et puis qui est assez drôle. Et les personnages ils sont hyper attachants. Donc Ok. ouais, une série sur le monde de l'érotique, du porno, voilà. Et puis il y a un côté qui est super intéressant parce que d'abord elle se rend compte que il y a pas ce genre à l'époque, c'est les années 70, donc il y avait pas du tout ce genre de magazine pour les femmes et qu'en fait ça les intéresse. Et puis il y a une façon de le faire parce que les hommes, eux, il y a plusieurs catégories. Il y a des types de magazines très érotiques où les gens ils sont un peu couverts et puis il y a ceux où on ne cache rien. Donc elle essaie vraiment de faire quelque chose qui est de l'attrait pour les femmes puisque le magazine il est fait pour elle. Et en même temps, ça reste le travail du sexe. Donc elle travaille aussi avec c'est des hommes du coup. Pour le coup, dans le magazine, il y a des femmes qui sont prises en photo avec les hommes, mais c'est principalement des hommes nus qui sont pris en photo. Donc ça change complètement. Et il y a la série de Maggie Galliena, je sais même plus. Il y a la série de Maggie, c'est Gallienal. Gyllenhaal. Gyllenhaal. Voilà, il y a trop de... J'arrive plus. Je m'en rappelle plus, il est trop tard. The Deuces, qui est aussi une femme qui se lance dans l'industrie du porno et qui, pareil, est beaucoup mieux que ce qu'on montre dans Euphoria. Ah, tu m'étonnes. Oh là là, donc c'est possible, c'est juste que Sam Levinson, il a des fantasmes bizarres. Parce que vraiment, il y avait un moment, je me dis, il avait juste envie de les voir à poil, en fait, toutes ces filles, c'est tout. C'est surtout Sydney Sweeney, quoi. Il voulait juste la voir dans des tenues sexy qui avaient l'air un peu bébêtes, quoi. C'est clair. Du coup, Audrey, quelle note donnerais-tu à cette saison 3 ? Peut-être on peut faire 2 notes. Une note pour la saison 3 et une note pour la série. Si ça te va. Ok. Alors, la note pour la saison 3, moi, je donne un 2. Parce que elle m'a traumatisée, elle m'a mis mal à l'aise. Ok. Franchement, c'est pas une série que tu conseilles à quelqu'un qui n'a pas trop le moral. Clairement. Ok.
Et puis le message, il est chelou. Moi, je comprends pas le message de aller, tout le monde faites du porno, ne soyez pas athées, ne soyez pas musulmans, devenez cathos. Et puis le bonheur, c'est dans le désert avec les vaches. Je ne sais pas. D'ailleurs, cette ferme était bizarre. Il y avait pas d'herbe. T'as vu que Voilà. la vache, tu sais, quand Ali, il est devant la ferme et qu'on lui Mhm. dit, elle vient juste de naître et tout, ça se trouve, c'est Rue qui s'est réincarnée, en fait. Ah, elle est devenue une vache et du Elle est coup, elle devenue est une dans la vache. ferme. Elle est dans la ferme où elle voulait habiter. Et elle Exactement. sera en paix. Voilà. Elle a obtenu Hmm. ce qu'elle voulait. C'est... C'est beau. Et ensuite, t'as le Écoute, drapeau américain. mais même... Ouais, le drapeau américain qui flotte. Ouais. Et même, j'ai pas compris pourquoi la jeune fille, elle était aussi, je sais pas, inspirée. Elle voyait le fantôme de Roux, de toute évidence, au bout de la table. Euh, C'est pas Ali qui l'a vu? C'est elle? elle aussi, elle le voyait. Hein. Je pense que tous les deux, Oh. ils voyaient le fantôme. Eh ben, Et considère même, que tu Roux voulait sais, vraiment intégrer cette famille, tu vois. mais c'était vraiment étrange parce que quand il arrive et que il lui dit, donc il dit, elle est dans un monde meilleur. Le papa, il l'invite à rentrer et on reste à regarder la meuf dehors. Mm. Et pourquoi il nous la montre? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? On s'en fout. On la connaît même pas. On l'a vue 5 minutes il y a 8 épisodes. Ouais. Mais je sais pas, ils insistaient vraiment beaucoup sur elle. Je trouve que c'est C'est peut-être la c'est fille de très quelqu'un. bizarre. C'est peut-être un autre Nepo Baby. Ça pourrait y avoir une justification. Et après, oui, à la fin, elle voit le fantôme de Roux qui est à table. Parce que Roux, elle est morte. Elle s'est pas dit, je vais aller hanter ma mère, ma sœur, Non. Jules, je sais pas, des gens que je connais. Je vais hanter, ou elle aurait pu aller hanter Fez en prison, je ne sais pas. Non. Non, elle s'est dit, je vais hanter cette famille de gens blancs qui font partie d'une secte, de toute évidence, dans le désert. C'est bien. Et du coup, comme j'ai donné un 2, ça baisse la moyenne générale de la série, et je lui donne un 5. Je peux pas lui donner plus. Ok. Je Et vois, toi? je vois. Je sais pas. La série, je vais donner un 4. Je vais donner un 4 parce que j'ai pas autant détesté que toi. Et comme j'ai dit, il y a des trucs au final qui m'ont intrigué. Et après, je trouve que visuellement, c'est très beau. En fait, Sam Levinson, il devrait réaliser, il devrait pas écrire. Je trouve, tu vois, il y a la scène, quand c'est l'épisode sur Ali, où il est dans la chambre et il est assis et il crache la fumée. Enfin, tu sais, il y a des plans qui, on dirait des tableaux, tu vois. Oui. Il y a des C'est vrai plans que la qui série est restent... très belle. Voilà. Là, il y Et a donc, rien à dire, c'est rien vrai. que pour ça, déjà, ça donne des points. Et en plus, t'as aussi le jeu d'acteur. Parce que même quand, tu vois, Cassie, une des raisons pour lesquelles j'étais aussi mal à l'aise, c'est que même si j'aime pas Sydney Sweeney et même si le personnage est ridicule, elle y va à fond, quoi. Elle fait pas semblant. Pareil, le personnage de Zendaya, elle t'y croit. Enfin, ils jouent tous bien. C'est dommage que le scénario soit aussi mauvais, mais ils jouent tous super bien. Donc rien que pour ça, je peux pas dire que tu vois, on peut pas s'approcher de la moyenne. Après, la série, de façon générale, je garde quand même un bon souvenir de la saison 1. Je garde aussi pas mal de bons souvenirs de la saison 2. Donc, de façon générale, à la série, je mettrais un 6. Ouais. Bon, ça va, c'est pas catastrophique hein, comme note. Non, c'est pas catastrophique. Ouais, mais moi, j'aime pas être traumatisée comme ça, sans raison. Tu vois. Ouais, je vois. Et puis, moi, j'aimerais bien que Sam Levinson, je sais pas s'il fait des interviews, il explique la fin. Mais la dernière image, j'aimerais qu'il nous dise c'est quoi cette histoire, c'est quoi ce drapeau, pourquoi, quel est le message. This is America. Est-ce que tu es un nazi? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux demander à Sam si c'est un nazi? Ouais. Ah, d'ailleurs, elle s'en sort, hein. Son mec, il s'en sort, hein. Bon, on sait pas, on les voit partir à cheval après. Bah justement, on les voit pas... Ils agressent des gens dans une voiture, là, on suppose qu'ils vont hijacker la voiture. Ils s'en vont Bonnie ailleurs and Clyde. Voilà. Moi, je pense que leur fin, c'est... Ils agressent la famille dans la voiture et c'est Bonnie and Clyde, puis voilà. C'est ce qu'ils méritent. C'est comme Angel, on sait pas ce qui lui est arrivé. Ah, elle est morte. Pas Angel. Si, c'est Angel. Tu sais, la meuf de Roux.
qu'elle emmène en rehab. Angel. Comment ça, elle est morte? Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai pas suivi ça. On sait que Rue, elle voit sa carte d'identité dans les trucs d'Alamo. Donc, elle s'est fait trafiquer. Soit elle a été vendue, soit on a pris ses organes, soit enfin, c'est fini moi, pour elle. Moi, je pensais que c'était la pièce d'identité. Parce que moi, je l'ai mélangé avec Rosalia. Parce que je croyais que c'était la pièce d'identité de Rosalia qu'elle avait vue. C'était Angel. C'est pour ça qu'elle dit, quand elle ouvre le coffre, elle dit pourquoi la carte de Angel est là. Et t'as envie de lui dire, mais meuf, tu crois qu'il fait quoi avec ça? Quand tu l'as déposé, t'as vu que c'était louche. On voit qu'il y avait un truc. Nous, on voit qu'il y a un truc louche parce qu'on voit qu'il y a un camion on insiste sur le camion et tout, mais j'ai l'impression que Rue, elle a pas capté ce qui se passait. Elle a juste vu qu'on lui dit j'ai rien à signer, ok, c'est bizarre, et puis elle s'en va. Mais elle sait que c'est bizarre parce qu'elle a déjà été dans des trucs de rehab. Elle sait que ça se passe pas comme ça. Mais Rue, saison 3, ne réfléchit pas. En tout cas. Et puis même le truc de ouais, t'inquiète, je viendrai te récupérer, elle la recontacte jamais. Moi, je pensais qu'à plusieurs reprises, on la verrait revenir en disant elle est où en fait? Je crois qu'elle a oublié. Je crois qu'elle a oublié qu'elle existait. Totalement. En fait, c'est ça aussi qui est gênant. C'est Rue, elle s'en fout en fait de ce qui arrive aux gens. Pareil, elle voit l'autre qui se fait clairement violer. Elle lui demande vite fait, est-ce qu'on t'a obligé? Et puis après, elle s'en fout. Elle revient plus sur l'histoire. Elle s'intéresse pas aux autres. Elle peut pas revenir dessus puisque Rosalia la poucave et qu'elle est en mode faut pas qu'elle pose trop de questions. Et ensuite, elle se fait attraper par le truc de la drogue et tout, par l'agence de la drogue. Donc, c'est... Ensuite, l'engrenage, il est trop lancé. Vu qu'elle réfléchit pas beaucoup, c'est trop de problèmes d'un coup, quoi. Ah ouais, je sais pas, ils nous introduisent des trucs et puis au final, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Juste, on est traumatisé d'avoir vu ça. Parce que moi, j'ai trouvé ça très traumatisant aussi. La pauvre. Ouais. Est-ce que j'avais besoin de ça? Non. J'avais pas besoin de voir ça dans ma vie. En tout cas, je suis contente que ce soit fini. C'est bien qu'on puisse passer à autre chose, quoi. Qu'on puisse passer J'espère que Jacob Elordi n'est pas trop triste d'avoir dû retourner dans ça après avoir fait un film qui a été nominé aux Oscars et qu'il aura d'autres possibilités. Alors, surtout qu'il a très très bien joué, vraiment. La fin, c'était pas mal. Ouais. Même si sa mort était hyper glauque. Oh, finesse, c'était terrible. Eh bien, c'est tout pour cet épisode de On Regarde ou pas. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Laissez-nous un commentaire et dites-nous ce que vous avez pensé de la saison finale de Euphoria. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, TikTok et YouTube ou nous contacter à l'adresse onregardepas@gmail.com. À bientôt. Bye bye.